Par exemple, on a vu récemment, pour une guerre qui concerne l'Iran, les États-Unis et Israël, ils sont partis attaquer le Liban, des populations qui n'avaient pratiquement rien à voir avec le conflit. Mais c'est tout ça qui fait que le Hezbollah gagne en puissance. Le Hezbollah, la masse, parce que les gens oublient que l'origine du terrorisme, c'est l'interventionnisme des puissances. Tu vois? Donc, lorsque des pays interviennent, parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, c'est des personnes qui se font dans la masse. C'est difficile de les attaquer. Mais quand vous attaquez, si c'est disproportionné, des personnes qui n'avaient rien à voir avec le conflit, mais ils vont se retourner contre vous. Et ça crée un cycle de haine qui se perpétue. C'est ça le terrorisme. Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast citoyen, le rendez-vous des champions. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un autre sujet, on va parler de la géopolitique, notamment le cas de l'Iran, la guerre en Iran. Comme vous le savez, depuis un moment, la guerre s'écroule entre les États-Unis et l'Iran. Donc on aimerait savoir davantage sur les raisons qui ont vraiment déboussolé à cette guerre. Il y a aussi le cas du Mali, vous-même le constatez, avec la montée des terroristes Al-Qaïda, le GNIM, on aurait mieux comprendre avec notre invité, notre spécialiste en communication, en conséquence géopolitique, qui est là avec nous, Touré Jolinon, qui était là pour la session antérieure où on avait abordé le cas du Venezuela. Donc c'est lui généralement qu'on va appeler pour le podcast en géopolitique. Je pense que il est aussi président d'association. Oui, président du mouvement des jeunes bleus panafricanistes la paix. D'accord, ça va bien? Oui, ça va. Bon, nous interrompons sur la paix, les saluts au moins. Oui, bonjour toutes et à tous. Moi, c'est Touré Jolinon, comme il a dit. Je suis juriste, politiste, consultant géopolitique et président de l'association. C'est vraiment un immense honneur d'être à vos côtés aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis de mes podcasts? Est-ce que tu aimes bien ce qu'on fait? Tu suis généralement? Bien sûr, c'est pour ça que c'est un honneur pour moi. Je suis beaucoup des podcasts sur YouTube. Je vois que de plus en plus l'audience augmente et puis il y a des invités de qualité qui viennent. La dernière fois, il y a vu le président du parti politique panafricain, Abbé Nouveau. Je vois aussi certains leaders d'associations comme mon ami du président de l'association Cocody, nationale des jeunes. Oui, effectivement. Il y a vu aussi Siendou. En tout cas, je vois vraiment que. Il y a des hommes de qualité qui passent. En tout cas, la qualité de l'enseignement est vraiment de haut niveau. Ça montre que nous avons une jeunesse qui est vraiment dynamique et très brillante, qui comprend les enjeux, effectivement. Et ça contraste surtout avec ce que les gens pensent en disant que oui, la jeunesse ivoirienne. Bon, ça c'est notre sujet. D'accord, en parlant de la géopolitique, notamment le cas de l'Iran. Comme vous le savez tous, on a tous appris aujourd'hui, la guerre a commencé avec les États-Unis. Donc, on aimerait savoir plus avec nos internautes qui nous suivent. Donc, vous allez commencer par donner un peu un état des lieux, vraiment ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à maintenant. Donc, si on peut comprendre les raisons qui ont éclaté. D'accord, je vais essayer d'expliquer les choses terre à terre et puis d'être bref. Bon, tout part des années 1953. D'accord. Donc, auparavant, l'Iran, ce que beaucoup ignorent, c'est que l'Iran est un peu une terre qui était pour l'Europe un moyen d'accroître son expansion économique parce que l'Iran a toujours été une terre qui est très riche en pétrole. Bon, les Américains n'étaient pas assez présents au Moyen-Orient, notamment en Iran, mais les Européens vraiment comptaient énormément sur le pétrole iranien. Sauf qu'à l'époque, il y avait un premier ministre, le premier ministre iranien qui est Mohammad Mossadegh, qui lui était nationaliste, qui était un peu très à fond sur le patriotisme. Il ne voulait pas il voulait en fait que le pétrole iranien profite essentiellement aux populations iraniennes. Donc aux nationaux également. Donc il était très apprécié, sauf que pour les intérêts des États-Unis, de Londres, de Paris, c'était l'ennemi à abattre. Donc ce sont les services de renseignement britanniques, notamment le M6 britannique et la CIA qui vont l'éliminer et qui vont instaurer
l'ancien Shah d'Iran qui est Reza Pahlavi, qui lui, c'est quelqu'un de très occidentalisé, c'est quelqu'un qui a fait pratiquement toute son éducation dans les pays européens, qui s'exprime même très bien en français et autres. Donc, il va changer un peu la donne. Il va changer un peu la donne. Une ouverture. Voilà, une ouverture vers les pays européens, notamment. Plus de coopération. Voilà, plus de coopération, tout et tout. Sauf que pour les Iraniens, vous savez qu'on parle d'un État qui est chiite, et puis également il y a les confessions musulmanes et autres qui considèrent que les États-Unis sont l'ennemi du monde arabe. Et bien, il sera parce que là-bas, il y a deux grandes confessions, les chiites et les sunnites. Bon, les chiites sont en Iran. Il faut dire que le Moyen-Orient est divisé. Il y a les sunnites qui sont en Arabie Saoudite, au Qatar et autres. Eux, ils estiment, c'est une divergence religieuse. Pour eux, les chiites sont éloignés parce qu'ils considèrent que Ali est l'héritier de Mohammed, alors que c'est faux. Donc c'est une distinction religieuse. Si bien que vous l'aurez constaté durant cette crise, effectivement, ils ne soutiennent pas l'Iran, ils sont en conflit avec l'Iran. Voilà. Donc eux, on les appelle les sunnites, les pays arabes. Maintenant, il y a les chiites, c'est-à-dire qui sont l'Iran, et puis quelques milices qui sont un peu en Irak et autres. Eux, ils se revendiquent d'une autre branche de l'islam. Voilà. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que pour l'Iran, personnellement, les populations iraniennes ont considéré le Shah d'Iran comme un allié de l'Occident, comme quelqu'un qui était soumis à l'impérialisme américain. Donc il sera combattu, il y aura beaucoup de manifestations. Les mêmes manifestations qu'on voit actuellement, il ne faut pas on va se voiler la face en disant que c'est juste les ayatollahs qui sont... Ça existait. Et puis c'était encore très violent. Parce que là encore, il y avait les ayatollahs qui commençaient à monter, qui étaient assez populaires, le discours de l'extrémisme, du radicalisme islamique et autres. Donc tout ça va faire en fait qu'il y aura la révolution de 1979 où le régime du Shah, c'est-à-dire l'ancien Shah de l'Iran, sera renversé. Et c'est là que sera installée la monarchie des ayatollahs. Donc l'Iran va devenir une théocratie. La théocratie, c'est quoi? C'est un système où, par exemple, la politique est guidée par les religieux. Effectivement. Donc, quand Ruhollah Khamenei arrive au pouvoir, il instaure le régime des ayatollahs. Lui-même qui était en France, parce qu'il a, ce que c'était ignore, il a été hébergé en France. C'est là-bas qu'il a monté la révolution, tout et tout. Si bien que beaucoup estiment que cela a dû se faire parce que les Français avaient un intérêt à ce qu'il arrive au pouvoir, tout et tout. Sauf que lorsqu'il arrive au pouvoir, il va avoir la même politique que son prédécesseur, je parle de Mohamed Mossadegh. Lui, c'est quelqu'un d'aussi très nationaliste, très patriotique. C'est ça même le fondement du régime des ayatollahs. Donc, il aura après beaucoup de choses qui vont se passer, notamment les guerres contre l'Irak, pour la même question du pétrole et autres, les États-Unis et Israël qui vont mettre tout en œuvre pour déstabiliser le régime. Et beaucoup, comme je l'ai dit, beaucoup ignorent, mais vraiment, l'Iran était un allié d'Israël. L'Iran a toujours été, pendant très longtemps, un allié d'Israël, des États-Unis. Il y a même l'opération Tsar où, pratiquement, il y avait des missiles que Israël souhaitait offrir à l'Iran. Parce que à l'époque, avec les pays aux alentours qui étaient hostiles à Israël, l'Iran était considéré comme étant le pays qui servait de pivot pour la pensée occidentale. Donc, il ne faut pas on va se leurrer. L'Iran a été pendant très longtemps un allié, mais les divergences politiques, c'est un exemple de comment le changement idéologique au plus haut niveau de l'État peut, je vais dire, influencer toute l'avenir d'une nation. Maintenant, pour revenir à notre crise, précisément, si vous avez bien compris, j'ai dit que Ruhollah Khamenei arrive au pouvoir. Lorsqu'il arrive au pouvoir, il instaure la dictature des ayatollahs. Il commence à avoir le contrôle parfait de tout ce qui touche notamment au pétrole et autres. Il commence à diversifier ses partenariats. Et les États-Unis, qui est toujours un pays pétrolier parce qu'ils ont une réserve de pétrole, mais qui fait face à la montée de plusieurs puissances et qui voit que pratiquement l'Iran est en train de diversifier ses partenariats commerciaux avec d'autres pays, donc comme la Chine et autres, verront en fait l'Iran comme un danger. Plus particulièrement pour Israël, parce que le discours... Parce que les Américains sont en corrélation avec Israël. Effectivement. Et ça peut créer une décadence. Surtout pour Israël, parce que pour Israël, l'Iran est vraiment un danger parce que l'Iran est hostile au projet sioniste. Le sionisme, c'est quoi? C'est le projet de la nation, de l'État israélien. Voilà. L'Iran fait partie des pays qui ne souhaitent pas véritablement que soit établi un État israélien ou autre. Donc, en fait,
pour Israël, ils ont tout intérêt à ce que l'Iran tombe. Sauf que l'Iran, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils commencent à créer un certain nombre de mécanismes de dissuasion. Ils vont commencer à avoir des alliés un peu partout. Là, c'est la révolution, notamment le Hezbollah. Bref, tous ceux qui sont hostiles à la politique américaine et israélienne, qui vont se fédérer. Est-ce que le but de l'Iran, c'était pas aussi d'exterminer Israël dans le but de pouvoir s'accaparer sur une grande partie du territoire? Non, l'Iran n'avait pas vocation. En fait, c'est ça qu'il faut faire très attention. Par exemple, Israël, dans sa politique internationale, on parle de nier, viole constamment le droit international. Et les Iraniens, en fait, ils ont un problème avec les dirigeants israéliens qu'ils considèrent comme étant les ennemis de la nation islamique. Si vous vous souvenez, en 2005, par exemple, il y a eu le discours à l'époque, c'était Ali Khamenei qui était encore l'ayatollah. Et il y avait un président qui était Mohamed Ahmadinejad, qui disait que l'Iran n'a pas un problème avec Israël, mais l'Iran a un problème avec les dirigeants israéliens. Parce qu'il y a eu beaucoup de sabotage. Plusieurs fois, l'Iran a voulu négocier avec les pays occidentaux pour trouver une issue favorable, pour essayer. Et toutes les fois, en fait, il y a eu des interventions israéliennes, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, il y a eu beaucoup de sabotage et autres. Donc, ils sont en conflit. Voilà, ils sont en conflit, je veux dire, historique avec Israël. Mais ils ne veulent pas véritablement, personne ne veut la guerre. Mais étant donné que pour Israël, ils sont dans une posture en fait défensive, où ils estiment que dans la situation où ils ont tout intérêt à s'agrandir, mais c'est une petite nation. Parce qu'ils veulent défendre leur territoire. Voilà, ils veulent le territoire. Dans tous les pays, en fait. Tous les moyens d'œuvre pour pouvoir se maintenir. Voilà, mais sauf que tous les moyens d'œuvre, vraiment, pour moi, c'est extrémiste parce que parfois, vous voyez, par exemple, on a vu récemment, pour une guerre qui concerne l'Iran, les États-Unis et Israël, ils sont partis attaquer le Liban, des populations qui n'avaient pratiquement rien à voir avec le conflit. Mais c'est tout ça qui fait que le Hezbollah gagne en puissance. Le Hezbollah, la masse, parce que les gens oublient que l'origine du terrorisme, c'est l'interventionnisme des puissances. Tu vois? Donc, lorsque des pays interviennent, parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, c'est des personnes qui se font dans la masse. C'est difficile de les attaquer. Mais quand vous attaquez, si c'est disproportionné, des personnes qui n'avaient rien à voir avec le conflit, mais ils vont se retrouver contre vous. Et ça crée un cycle de haine qui se perpétue. C'est ça le terrorisme. C'est ce qui crée la guerre en général. Hein. Effectivement. Sinon, il y a des livres, il y a Jack Scott qui a rédigé un excellent livre qui est gouverné par les fake news. Il y a plusieurs spécialistes qui ont démontré que tout part véritablement du fait que lorsque les États-Unis ont installé leur base militaire dans les pays arabes et autres, plusieurs populations arabes n'étaient pas d'accord. Ils n'approuvaient pas cette politique-là. Mais c'est une politique qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale parce que l'objectif des États-Unis, c'était quoi? De imposer à ce que les pays arabes acceptent de vendre le pétrole en dollars. Jusqu'à présent, c'est ce qui se fait avec le système de pétrole en dollars. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est ça aussi la doctrine de Monroe, non? Non, c'est pas la doctrine de Monroe, mais c'est la politique étrangère américaine qui signe. La doctrine de Monroe considère que tout ce qui vient appartient aux Amériques. Les Européens n'ont pas le droit en fait, de s'accaparer. Parce que le contexte à l'époque, on est dans les années du 17e, 18e siècle, il y a beaucoup de guerres, d'envahissement entre les pays et autres. Et John Monroe ne voulait pas que l'Europe ait l'idée, ne serait-ce qu'avoir l'idée de penser qu'un jour il pourrait venir envahir les États-Unis ou un pays d'Amérique latine. Donc il a mis en place cette doctrine pour dire que désormais, tous les pays qui sont sur le parapluie atomique tous les pays qui sont dans le continent américain, pas sur le parapluie, c'est différent. D'abord, dans le continent américain, vous les Européens, vous n'avez pas votre main dedans. Vous comprenez? Maintenant, c'est après, Donald Trump, on a fait une interprétation pour dire non, tous les pays qui sont sur le parapluie, comme je le dis, atomique, qui appartient à l'hémisphère occidental, donc tous les pays où les États-Unis ont un intérêt, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Donc lui, on a fait une autre interprétation. Tu comprends un peu? Donc, pendant des années, il y a eu cette phobie-là. J'ai dit cette phobie parce que, encore une fois, l'une des causes qui ont poussé l'envahissement de cette guerre actuellement en Iran, c'est qu'on dit que l'Iran est en train de mettre en place un programme nucléaire. L'Iran est en train de mettre en place la bombe atomique et autres. J'avais même posé la question. Alors que. Parce que c'est pas l'arme nucléaire qui pose problème aujourd'hui. En fait, c'est ça qu'il dit là. Là encore, il y a beaucoup de propagande, il faut faire attention. Déjà, pour ceux même qui ont eu à visiter l'Iran et même les experts qui ont écrit des livres au niveau de l'Iran, ils disent que depuis l'ayatollah Ruhollah Khomeini, il a été interdit
en Iran de parler de ce risque d'un programme nucléaire. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est contre les valeurs de l'islam. Ils estiment que l'arme nucléaire, c'est tout ce qu'il y a de plus pervers, de plus maléfique dans le monde. Donc, ils ont initié cela. Ça fait que même au sein, jusqu'à présent, la question du nucléaire n'était pas véritablement pas sur la table. N'était pas sur la table. Sauf que, comme vous le savez, il y a eu la guerre en Irak, où par exemple, les gens ont dit que Saddam Hussein tentait de créer la bombe atomique, donc il fallait intervenir. Et après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bombe atomique. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention aux propagandes. Parce que beaucoup disent que oui, c'est parce que l'Iran, alors qu'il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en charge de vérifier si tous les États sont conformes au degré d'enrichissement d'uranium, qui a même avant la crise dit qu'il n'y avait aucune preuve qui atteste que l'Iran a l'arme atomique. Donc, sur quoi se basent les États-Unis? Donc, les soupçons, en gros, n'étaient pas fondés. Ils n'étaient pas fondés. Donc, on constate que, en fait, c'est comme l'interventionniste américain qui, lorsqu'il intervient dans des pays chers des prétextes, on intervient dans tel pays parce qu'on veut la démocratie. La preuve, même lorsque le Congrès américain les a mis entre les deux murs, Tutsi Gabbard, qui est l'une des secrétaires au niveau des renseignements, a même avoué que le programme nucléaire iranien n'existait pas. Bon, n'existe plus, parce qu'il a été tué dans l'œuf en 2025. Et là, maintenant, les sénateurs américains lui ont demandé, alors s'il n'existe plus, pourquoi en 2026 vous faites la guerre? Elle a répondu que non. Le président américain, en fonction des renseignements qu'il a, est le seul à décider si oui ou non il faut faire la guerre. Ça posait un problème. Donc on ne connaît pas réellement les motifs. Joe Kent, qui était l'ancien secrétaire des hauts renseignements américains, lui-même a dit que l'Iran ne constituait pas une menace véritablement pour les États-Unis, parce qu'il n'y avait aucune preuve qui attestait que l'Iran avait un programme nucléaire. Donc on constate que ce sont des prétextes, si on peut le dire, qui ont été utilisés, et on ne connaît pas réellement les vraies motivations. C'est pour ça que souvent les Américains disent que c'est la volonté d'Israël. Parce qu'avant l'intervention... Donc, vous pensez que le but des États-Unis c'était d'exterminer les moi, je pense que le but des États-Unis, et ça a été c'est un peu... Parce que jusqu'à maintenant, on ne sait même pas réellement les raisons. Hein. Les raisons, ce que vous dites. Oui, les raisons, c'est les raisons qu'on varie justement. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui de faire un commentaire de cette crise, parce que Donald Trump varie son discours en fonction, et c'est stratégique. C'est pour se dire qu'effectivement, à la fin, il aura gagné en fonction des tendances. Donc, il varie son discours. Mais si c'est une chose qui est sûre, c'est que l'ensemble des dirigeants américains qui ont succédé les États-Unis ont toujours voulu mettre fin au régime des ayatollahs. Parce qu'ils n'ont pas digéré ce qui s'est passé en 1979 où le Shah de Russie, le Shah d'Iran, qui était un allié, a été renversé. Ils n'ont pas digéré cela. Donc, en fait, Donald Trump, qui applique le réalisme en géopolitique, qui a une thèse, voilà, qui considère qu'il faut intervenir quand il le faut, parce que pour la défense des intérêts, quitte à utiliser la force. Il se dit qu'il a la possibilité de rentrer dans l'histoire, et ça dépend de comment les Israéliens l'ont convaincu, parce qu'ils étaient en négociation avec l'Iran, et il y a eu la visite de Netanyahou. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais probablement Netanyahou lui a convaincu que les choses allaient se faire rapidement, ça n'allait pas prendre tellement de temps. Comment, mais avec ce que vous dites, la guerre, non, c'est pas une bonne chose, parce que oui, c'est des familles qui... Effectivement, ils ont vu les choses en fait en facile. Ils se sont dit, le prestige. Il y a eu ce qui s'est passé avec Maduro, où ça. Donald Trump avait même dit qu'il allait, la guerre allait prendre fin en 2 semaines. En 2 semaines, pourquoi? Parce que l'Iran a toujours été sous sanctions économiques. L'Iran a toujours été, depuis son. Oui, depuis 42 ans, je crois. Oui, ils sont sous sanctions économiques. Quand ils sont sous sanctions économiques, c'est-à-dire que par exemple, comme c'est qu'on le voit actuellement en Russie, ils n'ont pas droit à ces c'est un pays qui est résistant. Qui est résilient, et qui a basé son économie sur quoi? La vente de son pétrole avec la Chine par exemple. Et la Chine qui achèterait son pétrole en échange d'une contrepartie financière et puis d'armement au niveau de la technologie. Tu vois. Donc c'est pour ça que derrière, je pense que l'intention de Donald Trump, c'était non seulement de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire quoi? Être le premier président américain qui aura fait tomber la dictature des ayatollahs et en même temps faire mal à la Chine. Sauf que c'est pas passé comme prévu. Il y a eu déjà les sanctions. En fait, ils se sont dit qu'avec les sanctions. Je pense que, si je me trompe, vous êtes dans le corriger, mais lorsqu'il y a eu la fermeture du détroit dans nous, les Chinois passaient sur le détroit, si je me trompe. Oui, il y a la Chine, l'Iran ouvrait exceptionnellement le détroit de la Chine, non? Oui. Parce qu'il y a des cargos qui passaient, qui venaient en Afrique. Oui, effectivement, la Chine, l'Iran même a été très clair. Les partenaires de l'Iran ont accès au détroit d'Ormuz. Mais bien sûr, c'est une contrepartie financière, tu vois. Mais effectivement, la Chine avait accès. Mais pour ce qui est des autres pays et autres, c'est très compliqué, tu vois.
Mais je veux dire qu'il y a eu des solutions économiques qui ont préparé le terrain parce que l'objectif c'était quoi? De faire monter l'inflation. Ils se sont dit avec l'augmentation des prix, la chute de la monnaie iranienne, les populations allaient manifester. Et c'est ce qui s'est passé en décembre. Le 28 décembre, il y a eu des manifestations violentes. Et même le secrétaire des trésors américain, Scott Bessent, l'a avoué que c'est eux qui étaient à l'origine de ces manifestations. Parce que les sanctions devaient aboutir à ça. Sauf que ça va marcher comme prévu. C'est vrai qu'après, le régime iranien a été extrêmement très dur et on n'apprécie pas de telles méthodes. Mais en fait, tout était préparé. Mais est-ce que vous pensez que la politique de Donald Trump est assez noble? La politique étrangère. En fait, le problème, c'est qu'en géopolitique, c'est le réalisme, c'est le pragmatisme, tu vois. Effectivement, on peut se poser la question sur les valeurs morales et éthiques. Effectivement, c'est pas très très noble, mais il fait ce qu'il doit faire pour lui, selon lui, pour les intérêts américains. C'est malheureux, mais c'est le monde tel qu'il est, et ça n'a pas changé, ça a toujours été ainsi. Les plus forts, oui, dominent toujours. Les piétinent les plus faibles pour leurs intérêts. Donc, il disait qu'il voulait mettre fin aux 400 pays, il dit selon lui, il y a 450 kilotonnes d'uranium enrichi qui se trouve en Iran. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé les 450 kilotonnes. Il dit que bon, l'objectif c'était de mettre fin à l'âge de la résistance, c'est-à-dire les alliés de l'Iran qui les aident à intervenir un peu souvent dans les pays de la sous-région. Finalement, ça fait que le Hezbollah est rentré sur la scène parce que même aujourd'hui, les Libanais qui combattaient le Hezbollah, parce que le Hezbollah c'est une partie qui est au Liban, qui est devenue un groupement militaire et autres. Mais aujourd'hui, certains se rallient à l'opinion du Hezbollah en disant qu'eux comprennent maintenant pourquoi le Hezbollah combat Israël. Parce que pour une guerre qui ne les concernait pas, on venait frapper. Alors que l'Israël, il voulait faire une pierre de Gouzali, laisser les États-Unis sont chargés de l'Iran pendant ce temps, essayer d'affaiblir l'influence iranienne, donc quitte à frapper la Palestine. Mais seulement que frapper de manière disproportionnée, ça a des conséquences. Est-ce que vous pensez que cette guerre-là est tombée sur nos pays africains? Est-ce qu'il y a des... Bien sûr qu'il y a des ennemis. Bien sûr, le détroit d'Ormuz, c'est 20% du pétrole mondial et 25% du gaz. Mais au-delà de cela, il y a le fait que par cette voie passent souvent la plupart des denrées alimentaires qui transitent, l'Asie qui passe. Effectivement, les pays chinois, la Chine qui passent. Nous, on est dépendant du riz. Oui, on est dépendant du riz. Donc, ce qui se passe, c'est que ça crée, non seulement pour ceux qui sont des véhicules, ils auront constaté une augmentation du carburant, mais aussi au niveau des denrées alimentaires. Les prix des denrées alimentaires qui vont augmenter de manière vraiment extraordinaire. Et je pense que certains l'auront constaté. Donc souvent quand on dit la cherté de la vie, ce n'est pas forcément la faute du gouvernement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Voilà. Je me souviens que souvent il va au marché, je dis que c'est parce qu'il y a la guerre en Iran. Avant ça, on me disait que c'est la guerre en Ukraine. Parce qu'en fait c'est ça, parce que toutes les voies maritimes souvent passent par les pays d'Asie, et les pays d'Asie passent souvent par le détroit d'Ormuz. Mais quand le détroit d'Ormuz est fermé, quand c'est fermé, c'est pas comme si c'est fermé véritablement, c'est par la menace et puis les mines sous-marines. Donc ça fait que les navires sont obligés de contourner. Donc ça crée des fois plus de coûts logistiques. Voilà. Donc puisqu'on contourne le transport et autres, et déjà même une situation où le pétrole augmente, et ces navires là aussi naviguent sur les eaux à travers le pétrole. Donc naturellement quand ça vient sur nos territoires ici là, ça devient très très cher. Donc c'est un poids significatif sur nos économies. Et c'est pour cela qu'il est important d'espérer que cette guerre prendra fin. Parce que plus cette guerre dure, plus en fait cela aura un impact. Peut-être que certains ne le constatent pas parce qu'ils vivent dans cette guerre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui il est temps que les pays africains prennent conscience, puissent travailler en synergie pour ne plus être trop dépendants de l'extérieur? C'est pour ça que j'ai dit par exemple, dans la conférence, j'ai dit que par exemple, l'Afrique produit 10 millions de barils de pétrole par jour. Dans les 10 millions de barils de pétrole par jour, il y a seulement 640 000 barils de pétrole par jour qui sont produits qui sont raffinés par Alino Dangote. Tout le reste des 9 millions, ça va dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays européens, qui eux maintenant vont raffiner le pétrole et venir nous revendre plus cher. Ça nous coûte quoi par exemple de financer les champions nationaux? Il y a des jeunes qui ont des projets, il y a des jeunes même qui sont des experts en mine, en géologie, des experts. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir des personnes comme Alino Dangote, mais ils sont combien? Et puis, ils sont parfois même combattus par leur gouvernement, qui leur fait parfois certains marchés et autres au profit de d'autres intérêts. Tu vois? Donc, moi, je me rappelle, les Jack m'a touché les modèles chinois,
c'est eux qui les accompagnaient, c'est l'État qui les accompagnait, tu vois. C'est ce que moi, à ces pays-là d'être indépendants. C'est ce que moi je disais. Il faut voir toute crise comme une opportunité. Imaginez un peu, si tous ces pays pétroliers là, qui sont le Nigeria, l'Afrique, l'Angola, l'Algérie, tout cela, ils avaient pu travailler suffisamment pour créer des entreprises. Comme on a fait la découverte du gisement balai, tout ça. C'est des opportunités en fait. C'est-à-dire que alors que le monde entier est suspendu aux lèvres de ce qui se passe par exemple au Moyen-Orient avec le détroit d'Ormuz qui est fermé, où la Russie se fait énormément d'argent en vendant son pétrole à des coûts élevés. La Russie qui était sous sanction et qui profite de cette guerre-là pour se refouiller les caisses. Et en même temps, ça ferme un peu le dossier ukrainien puisque les gens ne parlent plus de l'Ukraine. Alors que les pays, par exemple comme la Chine, qui ont des réserves énormes de pétrole, nous autres pays africains qui avons eu la chance de Dieu d'hériter du pétrole et autres, on n'arrive pas à tirer un profit de la situation. Alors qu'on a beaucoup d'opportunités. On a beaucoup d'opportunités. Si on avait travaillé suffisamment à mettre en place des politiques de raffinage sur nos terres, accompagner les championnats nationaux, c'est des choses que. C'est une question de volonté politique. Volonté politique. Imagine un peu ce que Anilo Dangote gagne par exemple en vendant son pétrole. Parce qu'actuellement, les pays européens, comme ils voient que tout est gâté un peu au Moyen-Orient, c'est difficile d'acheter le pétrole iranien, ils cherchent d'autres voies alternatives. Le Nigeria est en train de se faire énormément d'argent parce que la Corée du Sud actuellement est en négociation avec eux pour pour acheter le pétrole. Bon, imagine un peu l'argent qu'on aurait pu se faire, même ne serait-ce que même pour permettre à ce que les pays du monde entier contournent le détroit d'Ormuz et viennent par exemple par le cap de Bonne Espérance, mais le canal de Bas-Mandé. Ça allait permettre aux pays africains non seulement d'être d'engranger beaucoup de ressources. Effectivement, mais qu'est-ce qu'on constate? C'est juste des discours de la parole. Nous ne prenons pas parti, on nous a pas demandé de prendre parti. Mais qu'est-ce que vous faites de manière concrète? Comment vous mutualisez? Comment vous solidarisez? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est temps vraiment de mettre en place la monnaie sous-régionale? C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que je dis? En Afrique, par exemple, l'éco qui était vraiment bien. Moi j'ai aimé ça, j'ai aimé l'éco, mais finalement, on n'a plus eu de retour par rapport à ça. Justement, pourquoi on n'a plus de retour? Allez-y. Pourquoi on n'a plus de retour? On parlait de l'éco, mais justement, on peut effectivement, la création de la monnaie c'est indispensable, mais justement là, c'est encore une volonté politique. Et jusqu'à présent, personne ne connaît les raisons valables qui ont fait que ce projet-là. Les Européens, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Voilà. L'Union européenne travaille en synergie. Oui, mais après aussi, créer une monnaie commune, c'est un peu un inconvénient parce que, en fait, la souveraineté économique, parce que certains même jusqu'à présent, il y a des pays européens qui par exemple, la France, il y a un débat. Hein. La France, il y a des acteurs politiques comme Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, et certains. Il veut se retirer parce que, en fait, c'est vrai, l'avantage quand on crée une monnaie commune, c'est facile de s'échanger entre nous plusieurs denrées. Mais où ça devient problématique, c'est qu'en fait, on est obligé de subir la loi du marché des arrières communes. Alors que, par exemple, si on a une monnaie qui est très forte, nous, par exemple, on peut tirer profit, on peut par exemple fixer des barrières douanières. On ne va pas trop subir la conjoncture. Voilà. En fonction de notre politique, on peut facilement ajuster notre monnaie et se faire un profit. Mais quand c'est commune, en fait, on est obligé de créer toute une synergie et de prendre des décisions de manière commune. Et ça, c'est problématique souvent parce que parfois les objectifs ou les situations varient d'un pays à l'autre. Donc, mais d'un autre côté aussi, c'est plus facile quand on est ensemble de créer une monnaie parce que là encore, en matière de réserve de l'or, plus on est unis, plus on fait un effort. Voilà, effectivement. Mais justement, pourquoi jusqu'à présent, ce projet-là, il dort en fait? Pourquoi? C'est la question. Mais au-delà de cela, même en attendant, même avant de parler de tout ça, mais il y a des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire même au plan national. C'est de, comme tu l'as dit, encourager les champions nationaux. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est d'investir, on découvre des gisements balais, c'est d'investir massivement dans ça. Il y a la CEDEAO qui est là, vous avez des pays comme le Nigeria qui sont très riches au pétrole. Nous avons d'un côté, on peut l'accompagner. Effectivement, mais le Gabon le fait. Parce qu'il a déjà commencé. Parce que tu sais que même lui-même l'a dit, que même dans son propre pays, il était combattu par certains, par les gouvernants. Parce que. On va dire certains gouvernants. Parce qu'en fait, il était, parce qu'il est dans le privé, mais c'est vrai que les bénéfices qu'il génère, c'est pour le Nigeria.
Mais en fait, il y a des intérêts géopolitiques de d'autres pays. Non seulement ça, c'est le PIB qui s'amplifie, mais la croissance économique profite à tout le monde. Oui, mais il y a des intérêts, par exemple, géopolitiques. Par exemple, si le Nigeria, par exemple, vend son pétrole, je dis n'importe quoi, à un pays comme l'Inde, et que l'Inde constate que quelqu'un comme Aïlo Dangote commence à avoir presque tous les grands marchés. Effectivement, les pressions font que lui-même Dangote, il était combattu par son propre pays. Si bien qu'à un moment donné, tu l'as vu, il était souvent au Gabon. Le Gabon qui a accepté à ce que ce soit lui qui raffine le pétrole. Je ne sais pas si certains sont au courant, mais même le pétrole gabonais, c'est Aïlo Dangote qui le raffine. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est qu'on a des dirigeants, excuse-moi, qui malheureusement ne mettent pas l'accent sur des acteurs locaux parce qu'ils ont des intérêts étrangers. On veut satisfaire des partenaires étrangers qui eux vont se générer des profits, tandis que nous sommes encore à une économie de production et puis on n'y gagne pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les productions nationales, lorsqu'ils profitent de l'économie, ça ne reste pas ici. C'est pas oui. C'est ça le problème. L'économie s'en va. Oui. Il y a une croissance, mais la croissance ne reste pas ici. C'est pour ça qu'en gros, on ne profite pas. C'est l'inconvénient du libéralisme. Je le dis dans mon livre. C'est qu'avec le libéralisme, en fait, on vous dit accepter toutes les entreprises qui viennent, le libre-échange, c'est bien beau. Mais quand c'est déséquilibré, c'est-à-dire, nous on accepte toutes les entreprises étrangères et au début. Donc vous aimez beaucoup le socialisme? Moi aussi, oui, j'aime beaucoup le socialisme parce que c'est beaucoup plus égalitaire en fait. Parce que le libéralisme, on te dit, accepte le libre-échange, accepte les entreprises étrangères, oui, c'est très beau. Mais c'est comme par exemple, je ne sais pas quel exemple dire, c'est comme accepter une concurrence alors que toi-même dans ton propre pays, tu n'as pas mis les mécanismes nécessaires pour ne serait-ce que les entreprises locales puissent concurrencer ces pays. Alors que eux, chez eux, par exemple, on a vu avec Jean-Luc Bion, il a voulu vendre son huile en France. Macron a signé un décret l'interdit au motif que l'huile était dangereuse pour la santé. Mais il y a quel dirigeant africain qui peut faire cela pour un produit qui vient de la France ou d'autres pays? Tu vois, donc en réalité, on dit libéralisme, mais chaque pays essaie de protéger son industrie locale, alors que nous, on accepte, et il n'y a pas de concurrence. Donc, c'est vrai, on me dit que oui, l'emploi, parce que quand il s'installe, c'est de l'emploi contraire, oui, il y a une part qui déverse, mais la valeur ajoutée elle-même, tout part en étranger. Effectivement. Et ça ne fait pas intéressant. Et je pense que nous avons passé le cap, ça fait des années maintenant, nous sommes maintenant au 21e siècle. Nous devons vraiment, il faut changer les choses. Ça veut dire nous devons changer nos postures, nos politiques qui sont pour moi. De l'extérieur. Voilà. On est encore dans une politique de production, de consommation plutôt. Parce que voilà, on envoie tout et puis on importe ce qu'eux produisent à des coûts très élevés. Alors que maintenant, nous sommes dans un monde où il y a un certain mercantilisme, où chaque État en fait cherche ses intérêts, protège son économie locale. Et on nous parle de théorie, de libéralisme, accepter cela parce qu'aucun État peut nous noter. Oui, aucun État peut nous noter. Mais développons chez nous-mêmes des entreprises locales afin de tirer profit de ce genre de situation. Super. Donc développons des entreprises locales afin de créer de belles situations. Donc je pense qu'on va progresser. On va parler maintenant du cas du Mali. Je pense que c'est l'actualité aussi dans notre continent, surtout en Afrique francophone, avec la montée du terrorisme. Il y a longtemps que ça a commencé, avec le groupe Al-Qaïda, le JNIM, tout ça. Je pense que les Touaregs aussi, tu as eu le temps de nous expliquer ça. Déjà, je suis un panafricain et ce que je vais dire, nous n'engageons rien le soutien que j'ai pour ces pays-là parce que. Est-ce que le Mali aujourd'hui est véritablement en crise? Le Mali est en crise. On ne va pas se voiler la face. Parce que la Côte d'Ivoire vraiment doit apporter son soutien. Tous les pays de l'espace de l'Afrique de l'Ouest doivent soutenir le Mali. Parce que le problème du terrorisme. Justement, je sais que j'allais en parler. Qui finance ces terroristes? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, lorsqu'il y a des manifestations terroristes, mais ils ont tué des armes, des munitions. En fait, c'est pour cela que je dis, si on veut rentrer, parfois, on va rentrer dans les thèses complotistes. Parce que beaucoup estiment que le terrorisme mondial est financé par les pays que tu sais, la France, les pays occidentaux, et par le système aussi des rançons. Parce que souvent, quand ils capturent des personnes, tu vois les pays, par exemple, qui donnent des rançons pour libérer. Quand on donne les rançons, l'argent, ça sert aussi à financer le terrorisme. Mais il faut rester lucide.
il y a beaucoup. Pas trop dans les émotions. C'est pour ça qu'il dit Il faut parler vrai. Ouais, en essayant d'être objectif. Les sources de financement du terrorisme sont diverses. On ne connaît pas véritablement si ce sont des pays, de manière objective, mais si ce sont des pays, si c'est l'Amérique qui finance, même s'il y a Donald Trump qui disait que c'est Barack Obama qui finance le terrorisme, qui a financé le terrorisme et autres. Bon, certains aussi ont dit que lorsqu'ils annexent un territoire, ils n'accaparent une munition peut-être sur le territoire. Ils ont toujours ce moyen de pouvoir se raffiner. Mais pour cette fois, ce qui est choquant, c'est que les matériaux qu'ils ont utilisés, on parle de drones, de certaines armes qui pour moi sont quand même très coûteuses, très élevées pour des groupements terroristes qui n'ont pas véritablement de moyens. Ils ont des nomades, parce qu'ils étaient pas de jour en jour. Donc on se pose encore des questions. Est-ce qu'il n'y a pas un acteur? Parce que moi je n'ai pas, franchement, j'ai été épaté lorsque j'ai vu cette attaque qui a pris pratiquement toutes les villes de Mali et Bamako. Effectivement. Généralement, les terroristes, ils ont des bêtises, mais on a vu des drones, on a vu il y a eu vraiment un arsenal qui nous fait poser des questions. C'est pour ça que souvent, le Mali aussi, les dirigeants maliens sont aussi ça, en disant que c'est la France. Mais pour les gens, on n'est pas constaté cette synergie. Parce qu'ils ont attaqué toutes les grandes villes là même. En fait, le problème du Mali, il y a le GNIM. Je me demandais, mais. Il y a le GNIM, il y a le GNIM, et puis il y a le Front de libération de l'Azawad. Le Front de libération de l'Azawad, c'est-à-dire eux, ils sont au nord, tu vois. Eux, ils revendiquent un État azawadien. Voilà. En principe, de manière théorique, ils sont opposés au GNIM. Le GNIM, eux, c'est un groupement terroriste. Oui, là, tout le monde le sait. Voilà. Le FLA, eux, ils veulent un État indépendant. Sauf que pour cette fois, on a constaté une mutualisation. C'est-à-dire, les deux se sont coordonnés pour faire mal au régime malien. Donc, ça leur a permis d'avoir le contrôle de certaines villes. Parce que si ça avait été fait de manière séparée, je pense que le résultat aurait été le même. Mais cette synergie d'action qui a surpris beaucoup fait que, en fait, l'État malien a été dans une posture de réponse. Généralement, c'est très. Pour ceux qui étudient la sécurité et autres, quand tu es déjà dans une posture de réponse, de réaction, c'est déjà un handicap. Voilà pourquoi on a des services de renseignement. C'est là pourquoi on estime que parfois, effectivement, le Mali a failli, mais après, c'est pas le seul pays dans le monde qui est victime du terrorisme, même la superpuissance mondiale. On a vu les attentats du 11 septembre 2001. C'est des choses qui arrivent. Mais en fait, au niveau des renseignements, on n'arrive pas à comprendre comment le Mali n'a pas pu venir cela. Parce qu'il y a une synergie et on se pose encore la question de où ont-ils trouvé ces armes. Voilà pourquoi la réaction du gouvernement malien a été de dire c'est l'Algérie, parce que l'Algérie a hébergé pendant de nombreuses années. En fait, le problème c'est que l'Algérie a hébergé Yad Agali, qui est l'ancien chef de l'AQMI, qui était un mouvement terroriste qui, durant les années. Non, mais c'est pas pour autant qu'on va. Je sais. Mais qui était durant des années auteur de nombreux attentats au Mali. C'est ce groupement terroriste qui a AQMI, qui a créé le GNIM. Donc pour eux, étant donné que l'Algérie a eu hébergé ces groupements terroristes-là, l'Algérie a s'armé parce qu'ils ne peuvent pas comprendre où les terroristes ont trouvé des armes. Bon, pour une nouvelle fois, ça reste encore sur des suppositions. On s'interroge tous. Après, quel intérêt l'Algérie aurait? Peut-être, eux, ils parlent du pétrole, mais l'Algérie est un pays qui a d'énormes réserves au pétrole. Ils parlent également d'un certain nombre de ressources qui se trouvent au niveau de la frontière avec la Mauritanie, notamment l'or, bref. Donc il y a beaucoup d'hypothèses. On ne peut pas aussi affirmer que ce qu'ils disent est totalement faux parce que eux, ils sont dans leur état, ils vivent des choses, ils ont les services de renseignement. C'est comme nous on a vécu la crise post-électorale. Le gouvernement ivoirien avait ses services de renseignement, disait que c'était les tels plans qu'ils faisaient, mais pour les pays étrangers, ça ne restait que des suppositions. Donc quand on est à l'extérieur et quand on est à l'intérieur, on n'a pas les mêmes réalités de la situation. Donc, mais est-ce que j'aimerais savoir, le Burkina et le Niger, qui font partie de l'Alliance des États du Sahel, ont soutenu au moins alors, selon les propos bon, ça peut être des moyens financiers, des moyens matériels, mais est-ce qu'il y a eu au moins quand même un soutien pour accompagner? Selon les propos du chef d'État malien, Assimi Goïta, il s'est prononcé 4 jours déjà, mais le timing n'est pas intéressant. Pour une attaque qui a frappé le 25 décembre, il s'est prononcé. Comment c'est le 25 décembre? Excuse-moi, le 25 mars,
C'est verset 40. Excuse-moi, pardon. On était à notre conférence, c'est où? Effectivement. Pour une attaque qui s'est durée, qui a eu lieu le verset 48, il s'est prononcé 4 jours avant. Déjà, ça ne va pas très intéressant. Mais en fait, lui, dans son discours, il a dit qu'effectivement, il saluait la synergie d'action des autres pays de l'AES, notamment le Burkina et le Niger, qui ont apporté leur soutien au Mali. Bon, si lui le dit, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, c'est vrai que beaucoup de médias ont surfé sur ça pour essayer de tirer un intérêt en disant que ah voilà, vous avez créé l'AES au motif que vous devez, si un pays est attaqué, on n'a pas vu. Lui il dit que effectivement les autres pays de l'AES ont soutenu le Mali par la voie aérienne et autres. Après, certains peuvent estimer que c'est du bluff. C'est qu'elle su. On s'interroge tous encore, hein. C'est qu'elle su. Si lui le dit. Il a affirmé. Si lui l'a affirmé, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est comme par exemple, on disait qu'il y avait beaucoup de médias qui racontaient que Africa Corps, qui est, on peut dire, la milice russe qui est au Mali, qui aide les pays de l'AES à faire face aux terroristes, certaines rumeurs racontaient que Africa Corps s'était retiré du Mali alors qu'il n'en est rien véritablement. En tout cas, selon les autorités maliennes, ils sont toujours installés. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'ils ont pu réussir à tenir le coup parce qu'ils estiment que si ça n'avait pas été eux, peut-être que le régime aurait chuté. Pourtant, on parle selon la première puissance militaire de 2 mois, selon Global Firepower. Donc c'est inquiétant. Mais en fait, moi, ce qui me désole, c'est que tout de suite, on a vu les médias occidentaux on avait l'impression en fait, que de manière implicite, ils s'en réjouissaient. Ils s'en réjouissaient de ce qui se passe au Mali, parce que les raisons qui ont poussé la création de l'AES, également les coups d'État pour ces pays-là, c'est que la force Berkane, avant ça la force Serval avait échoué, la France avait échoué dans sa politique de lutte contre le terrorisme. Et ils étaient sous le monde, ils étaient pays occidentaux. Voilà. Ils veulent prendre la. Voilà, ils veulent changer les choses. Et c'est vrai que. Il y avait cette révolution. Il y avait cette révolution-là qui était appuyée, parce qu'aujourd'hui c'est partagé, mais qui était appuyée, il faut le reconnaître, qui était légitimée par les populations qui ont salué cela, parce qu'eux, ils disaient que la France avait lamentablement échoué. Mais voir des médias occidentaux qui s'en réjouissent, surtout qu'il y a un peu de mesquinerie, parce qu'on ne peut pas se réjouir de ce qui se passe, peu importe qui en est, on ne peut pas se réjouir de ce qui se passe au Mali. Et je dis que tous les pays d'Afrique de l'Ouest ont tout intérêt à travailler, de trouver la synergie, parce que le Mali et puis la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères. Voilà, je dis souvent que quand tu tousses, c'est à 20 km, c'est pas. Voilà, c'est facile de traverser le Mali, de descendre en Côte d'Ivoire, comme le Burkina. Même si on laisse les kilomètres, c'est une concavité. Nos parents vont là-bas et on vit ensemble de façon fraternelle. On ne peut pas se réjouir. Il y a une communauté malinké même au Mali, même ici. Donc, on ne peut pas se réjouir. Mais malheureusement, la politique, c'est là qu'on dit la politique. Les terroristes, ça attaque partout. Hein. C'est ça. Une fois qu'une partie a été annexée, dites-vous que vous aussi, bientôt ça peut venir vers vous. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire tout intérêt à. Voilà. Mais quand on voit certains qui se réjouissent de cela parce qu'il y a des divergences entre nos dirigeants, pour moi c'est malheureux, ça montre à quel point les dangers de l'extrémisme. Comment pour une simple question de divergence d'opinion ou divergence politique entre nos dirigeants, les populations vont aller à se détester. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la question de la création de l'AES n'était pas aussi bien? Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, l'AES doit toujours encore continuer à exister? Il ne faudrait pas qu'on revienne à la CEDEAO avec tout ce qu'on voit. Voilà. Parce que malgré ça, on a l'impression qu'il y a toujours une montée des terroristes. Ils sont en incapacité de vraiment faire face. Est-ce qu'ils ont vraiment ces armes militaires? C'est pas encore plus intéressant de revenir. Après, il y a des pays de la CEDEAO qui font toujours face aux terroristes. Non, je le dis, mais. Effectivement. Mais en fait, je vais y répondre. En fait, pour moi, on a tout intérêt à travailler ensemble. Maintenant, on peut travailler ensemble sans forcément faire partie de la CEDEAO. Il peut y avoir un partenariat entre l'AES et la CEDEAO. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas si vous en comprenez. Je vous suis. C'est tout à fait possible. Parce que les raisons qui ont poussé ces pays-là à se retirer de la CEDEAO, on les connaît. Ils estiment qu'à un moment donné, on a vu la réaction, par exemple, de certains de nos dirigeants qui étaient prêts à attaquer le Niger. On a vu, par exemple, les sanctions qui qualifient d'inhumaines.
parce qu'il y a eu un embargo sur certains C'est ça. trucs. Donc, eux, ils ont vécu la chose et ça, c'est un narratif qu'ils ont développé au niveau des populations qui finalement eux-mêmes soutiennent leur action. Et ils se disent que avec tout ce qui s'est passé, il y a plusieurs paramètres, la géométrie variable et tout. Mais, donc, penser que ces pays-là vont rejoindre la CEDEAO, pour moi, tant que ces régimes-là seront en place, c'est impossible. Par contre, essayer de travailler ensemble pour qu'il y ait une mutualisation, une synergie, pour coopérer entre les pays de la CEDEAO et l'AES, c'est tout à fait possible. Mais pour ça, il faut aussi des concessions de part et d'autre. Ça va venir forcément de la CEDEAO. Lorsque on envoie des diplomates aller négocier, ça échoue toujours. Il n'y a jamais de suite favorable. Parce que la CEDEAO n'a pas changé sa posture. C'est comme ce qui se passe un peu en Iran. La CEDEAO dit organiser les élections. Eux ils disent on ne peut pas organiser les élections parce qu'ils sont liés. La CEDEAO dit réinstaller les civils au pouvoir, vous avez déjà sur la position. Eux ils disent non. Donc, ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer. Eux, pour eux, la situation actuelle ne permet pas à ce qu'il y ait des élections. C'est pourquoi on a entendu même la décision du président. Ils estiment que pour eux, qui dit que la démocratie n'est pas faite pour eux. En fait, il a posé le contexte. Il dit si c'est la démocratie où on intervient, par exemple. Mais c'est ça que je parle. Voilà, c'est pas comme si. Bon, après, c'est difficile aussi souvent de les défendre, mais en fait, leur argument n'est pas tout à fait, en fait, pour moi, illogique. Parce qu'il y a des pays, par exemple, l'Ukraine, comme ça. Je ne sais pas le coup d'État. Moi, l'idée n'est pas bonne, mais la démarche qui était appliquée n'a pas été juste. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que, franchement, les coups d'État, moi, après, comme je te l'ai dit, j'apporte pas d'importance. Les révolutions aussi populaires, quand c'est appuyé par le peuple, ça devient légitime. C'est ça le défi. C'est ça le souci. Donc, quand ça devient légitime, il faut organiser les élections. Parce que là, on n'a rien à se reprocher. Mais est-ce qu'actuellement, jusqu'à maintenant, c'est toujours légitime? Est-ce que les populations sont toujours en accord justement avec ce qui se passe? De ce qu'on voit maintenant, l'opinion est partagée. Voilà. Par rapport à. Mais sinon, au départ, c'est tout à la majorité des. Parce que je me rappelle au Burkina, le capitaine Ibrahim avait dit qu'il était donné-moi, je crois qu'il avait donné moi 6 mois, si je ne me trompe pas. Il avait dit donné-moi quelques temps. Après, on est passé à 6 ans. Je donne qu'à 6 ans. Donc, ça veut dire que techniquement, quelque part, certaines parties de la population sont en désaccord avec ce qui se passe. Oui. Parce qu'il n'a pas peut-être respecté l'accord qu'il avait promis dès le coup d'État qu'il avait. Qui était bien. Maintenant, le souci maintenant, quand tu vas utiliser cet argument, ils vont te dire il y a un président qui est en Ukraine, qui a fini son mandat. Personne ne se plaint du fait qu'il n'y a pas d'élection en Ukraine. Parce qu'ils sont en guerre. Donc, eux aussi sont en guerre. Donc, eux n'ont pas parlé d'élection. Tu vois, c'est compliqué. S'ils estiment qu'eux ils sont en guerre, et puis tout ça aussi vient confirmer le narratif. Il y a des attaques, comment tu veux organiser les élections si des pays comme Kidal, Mopti, certains territoires sont entre les mains des terroristes. C'est compliqué. Sauf si on veut un simulacre d'élection, on peut le faire aussi. Voilà, si c'est ce qu'on veut, on organise un simulacre d'élection. Et puis bon. C'est quoi l'intérêt? Justement, non mais justement, parce que même si moi je vois mal ces pays-là organiser l'élection, ces régimes organiser une élection puis ils vont perdre. Donc s'ils gagnent maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Tu vois? Donc c'est un peu compliqué de revendiquer actuellement l'organisation des élections. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire doit miser dans cette crise au Mali là? Comment est-ce que vous voyez? Moi je pense que après c'est difficile de dialoguer lorsque notre parti ne veut pas en chef des fois. On ne va pas se mentir. La diplomatie entre ces deux pays est en chute libre. Les dirigeants du Mali et notre président ne sont pas en de bons termes. Mais la diplomatie, sinon l'idéal voudrait qu'on fasse taire nos divergences sur cette question du terrorisme-là, qu'on se mutualise ensemble. Mais comment se mutualiser avec tout ce qui s'est passé? Il y a eu le cas des 30 gendarmes qui ont été arrêtés. Comment aider un pays qui visiblement ne nous envoie pas des signaux? C'est ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Comment aider un pays qui ne nous fait pas la demande? Si on veut le faire de notre propre gré, quelles seront les conséquences? On nous assimiler encore à des terroristes. C'est compliqué. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va se faire par les deux parties. Il va falloir que les dirigeants de l'AES réduisent le ton
comme il va falloir aussi que nous aussi, nos dirigeants, soient réceptifs et qu'ils arrêtent aussi de penser effectivement que l'immédiat actuellement, c'est l'organisation des élections. Parce que pour l'instant, ce n'est pas ça la priorité. La priorité actuellement, c'est de stabiliser le pays. Tant que le pays ne sera pas stable, on ne pourra pas organiser les élections. Vous avez vu, l'Azawa, il contrôle Kidal. Il souhaite même envahir Tombouctou. Le Jin qui a attaqué Mopti, Kati, Bamako. Tous ces grandes villes là. Comment voulez-vous en fait organiser les élections? Donc, il y a un problème. Donc, pour l'instant, ce n'est pas ça la priorité, ce n'est pas la question. C'est vrai, on peut critiquer leur politique intérieure, le fait qu'ils aient supprimé les partis politiques, parce que souvent, l'avantage avec les partis politiques, c'est que normalement, quand il y a une crise dans un pays, c'est vrai qu'on a des divergences, mais pour l'intérêt de la nation, on se met ensemble. Et ces partis politiques ont forcément un électorat. C'est une sécurité nationale. Voilà. Ces partis politiques ont un électorat. Donc, eux savent aussi communiquer avec la population, les rassurer. Mais quand les partis politiques sont fermés, en fait, sont complètement interdits, en fait, il y a un sentiment de division. C'est ce que Cheikh Oumar Doumbia disait. Il y a une division qui s'installe. On a l'impression qu'on veut exclure une partie de la population et le discours aussi qui ne rassure pas. Parce que derrière, on dit que la situation est stable, on gère tout, mais il y a un coup de feu. D'accord. Merci, monsieur Tour. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'être venu à mon podcast. Mais on a pris le temps de parler de la guerre en Iran et puis également actuellement l'actualité au Mali. Je pense que c'est un podcast qui nous a vraiment plu. Et si je voudrais terminer, je voudrais aussi faire une fenêtre par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud. Et rapidement, en vraiment interpellant nos dirigeants, les dangers de l'extrémisme politique, parce que très souvent, quand la population est acculée et qu'il y a une cherté de la vie, on estime que c'est l'étranger qui est responsable de tous nos problèmes. Je pense qu'on aura le temps de... Oui, moi je voudrais que les populations africaines, que tu sois ivoirien, que tu sois malien, que tu sois de n'importe quel pays, que tu comprennes que la peau noire là, c'est ce qui nous caractérise. Donc on est africain. On est africain. Au-delà d'être nigérien, voilà. On est africain. Moi, en tant que panafricain, je suis touché de ce qui se passe en Afrique du Sud. Et je voudrais interpeller l'ensemble des Africains du monde à être la communauté internationale aussi. Ouais, la communauté internationale. La communauté internationale, bon, ils n'en ont rien à foutre parce que l'Afrique, c'est un problème africain. De comprendre que ce n'est pas l'étranger qui est un obstacle à ton développement. De comprendre que nous tous là, nous avons des ressortissants, nous avons des familles qui sont un peu partout dans les pays africains. Nous avons intérêt à être ensemble, à collaborer dans ce monde où on veut même nous faire tomber que à se diviser parce qu'on estime que tout l'étranger est le problème de tous nos problèmes. L'universalisme, appartient à tous les peuples, il n'appartient pas à une communauté. C'est ce que j'avais à dire. Merci, M. Toro Jumnon. Merci d'être venu à notre podcast. Merci à tous. Et je rappelle qu'il est communicant. Consultant géopolitique, juriste politiste. Voilà. D'accord. Allez, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une émission encore. Allez, bonne soirée. Merci. Merci.